Comment Vladimir Poutine est devenu l'un des hommes les plus puissants du monde? Tu penses peut-être connaître Vladimir Poutine. Tu as vu ses photos iconiques, entendu parler de ses décisions politiques, suivi les actualités de ses guerres et ses discours. Mais connais-tu vraiment son parcours? Sais-tu comment un enfant de Leningrad, élevé dans une Russie brisée par la guerre, a réussi à s'imposer comme l'un des dirigeants les plus influents, craints et controversés du XXIe siècle? Laisse-moi te raconter l'histoire, sans filtre, sans artifice, celle d'un homme qui a joué ses cartes dans l'ombre pour prendre le contrôle d'un empire. Chapitre 1. Les débuts dans une Russie déchirée. Vladimir Vladimirovitch Poutine naît le 7 octobre 1952 dans une Union soviétique encore profondément marquée par la Seconde Guerre mondiale. Sa ville natale, Leningrad, a vécu l'un des sièges les plus meurtriers de l'histoire. Il grandit dans un environnement dur, au cœur d'un pays contrôlé par une idéologie où l'État passe avant l'individu. Sa famille vit dans un minuscule appartement communautaire. Pas de privilèges, pas de fortune. Mais très jeune, Poutine développe un tempérament discret et observateur. Il n'est pas le garçon populaire, ni le plus charismatique. Il est silencieux, calculateur, discipliné. Et il a une obsession, devenir espion. Chapitre 2. Le rêve du KGB. Dès l'adolescence, Poutine s'intéresse au KGB, l'agence de renseignement soviétique. Il se rend même un jour à leur bureau à Leningrad pour demander ce qu'il faut faire pour intégrer l'organisation. On lui dit de faire des études de droit, ce qu'il fera sans hésiter. Il entre à l'université d'État de Leningrad, étudie le droit et se fait remarquer. Il est recruté par le KGB et commence sa carrière d'agent secret. Il est formé à l'espionnage, à la manipulation, à l'analyse psychologique. Il apprend à écouter plus qu'à parler, à observer plus qu'à agir. Son affectation la plus significative aura lieu en Allemagne de l'Est, à Dresde, durant les années 80. Là, il assiste à l'effondrement du bloc de l'Est, impuissant. Lors de la chute du mur de Berlin, il tente de protéger les bureaux du KGB à Dresde, alors que des manifestants approchent. Ce jour-là, il découvre que Moscou ne répond plus. Personne ne lui envoie d'instructions. Cette sensation d'abandon ne le quittera jamais. Chapitre 3. Retour à la Russie, monté en silence. À son retour en Russie au début des années 90, l'Union soviétique est en pleine implosion. Boris Eltsine prend le pouvoir, l'économie s'effondre, les oligarques émergent et pillent les richesses du pays. C'est une période de chaos, de transition brutale. Poutine quitte officiellement le KGB, mais reste toujours dans l'orbite du pouvoir. Il entre dans l'administration de la ville de Saint-Pétersbourg, où il travaille sous le maire Anatoly Sobchak. Il est discret, efficace, loyal. Ses qualités lui permettent de grimper rapidement. En 1996, il est appelé à Moscou pour intégrer l'administration présidentielle. Très vite, il devient un homme de confiance du cercle rapproché de Boris Eltsine. En 1988, il devient le chef du FSB, successeur du KGB. Et l'année suivante, Eltsine le nomme Premier ministre. À ce moment-là, presque personne ne le connaît. Mais les événements vont s'enchaîner. Chapitre 4. L'arrivée au sommet. En 1999, la Russie fait face à une nouvelle guerre en Tchétchénie. Poutine adopte un ton ferme. Il promet d'éradiquer le terrorisme. Son langage est brutal, tranché. Il séduit une population fatiguée par les hésitations d'Eltsine. Son image monte en flèche. Le 31 décembre 1999, Boris Eltsine démissionne de manière inattendue. Il annonce à la télévision qu'il confie les rênes du pays à Vladimir Poutine. Dès le lendemain, Poutine est président par intérim. En mars 2000, il est élu officiellement président de la Fédération de Russie. C'est le début d'une ère nouvelle. Chapitre 5. Reconstruire la Russie. À sa manière, une fois au pouvoir, Poutine entame une série de réformes radicales. Il restaure l'autorité de l'État, centralise les décisions, remet les gouverneurs régionaux sous contrôle du Kremlin. Il affaiblit les oligarques en ciblant les plus puissants, comme Mikhail Khodorkovsky, qui sera emprisonné pour corruption. Poutine comprend rapidement que pour régner durablement, il lui faut contrôler 3 leviers: les ressources naturelles, les médias et l'appareil sécuritaire. Il nationalise une partie du secteur énergétique, met la télévision sous contrôle étatique et accorde des pouvoirs étendus aux services de sécurité. Il impose une stabilité autoritaire qui plaît à une grande partie de la population. Les salaires augmentent, les retraites sont payées à temps, l'économie retrouve des couleurs. Pour beaucoup de Russes, Poutine est l'homme qui a redonné de la dignité à un pays humilié. Chapitre 6. L'homme fort face à l'Occident. Poutine a une vision stratégique claire.
Il considère que l'expansion de l'OTAN à l'Est est une menace. Il voit l'ingérence occidentale comme une agression. En 2007, lors de la conférence de Munich sur la sécurité, il prononce un discours qui marque une rupture. Il accuse ouvertement les États-Unis de chercher à dominer le monde et prévient que la Russie ne restera pas passive. En 2008, la Russie entre en guerre contre la Géorgie. En 2014, la Crimée est annexée, ce qui choque la communauté internationale. Les sanctions tombent, mais Poutine gagne en popularité à l'intérieur du pays. Il adopte une politique extérieure de plus en plus agressive, tout en consolidant sa base interne. Il met en place des lois pour étouffer l'opposition, bloque certaines ONG, limite les médias étrangers. Chapitre 7. Le retour permanent au pouvoir. Après 2 mandats présidentiels, il laisse sa place à Dmitri Medvedev en 2008, mais reste Premier ministre. En réalité, il continue à tirer les ficelles. En 2012, il revient à la présidence avec une constitution modifiée pour permettre des mandats de 6 ans. Il verrouille le système. L'opposition est marginalisée. Des figures comme Boris Nemtsov ou Alexei Navalny sont arrêtés, surveillés ou éliminés. En 2020, il fait voter une réforme constitutionnelle qui lui permet de rester au pouvoir jusqu'en 2036. L'homme est installé. Il a construit un régime sur mesure. Chapitre 8. L'invasion de l'Ukraine. En 2022, Vladimir Poutine franchit un cap historique. Il lance une invasion massive de l'Ukraine. Officiellement, il parle de dénazification. Mais pour beaucoup, c'est une guerre d'expansion, une tentative de restauration d'un empire perdu. Le conflit plonge la Russie dans une nouvelle crise économique, isole le pays sur la scène internationale, provoque des milliers de morts. Mais malgré les sanctions, malgré les pertes humaines, malgré les protestations, Poutine reste ferme. Pour lui, reculer serait un signe de faiblesse. Et dans sa logique, la Russie ne peut pas perdre. Chapitre 9. Entre admiration et peur. Aujourd'hui, Poutine est vu comme un symbole de puissance en Russie et de danger à l'étranger. Pour ses partisans, il a relevé un pays ruiné, restauré l'ordre, mis fin à la honte post-soviétique. Pour ses détracteurs, il est un autocrate, un dictateur moderne, prêt à tout pour rester au pouvoir, y compris à manipuler les élections, censurer les journalistes ou mener des guerres meurtrières. L'histoire n'a pas encore tranché. Ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine a transformé la Russie et redéfini le rapport de force mondial. Chapitre 10. Et après, l'avenir est incertain. La guerre en Ukraine continue. Les tensions avec l'OTAN sont au plus haut. La population russe est de plus en plus surveillée. L'économie résiste et la jeunesse fuit un système fermé. Mais Poutine reste là, présent, froid, méthodique. Il joue le long terme. Il sait que l'histoire est écrite par les survivants. La question maintenant, ce n'est pas seulement jusqu'où ira Poutine, mais aussi qui pourra l'arrêter. Si ce récit t'a surpris, fasciné ou même dérangé, pose-toi cette question. Comment un seul homme a-t-il pu influencer autant le cours de l'histoire moderne? Ce n'est pas un film, ce n'est pas un roman, c'est la réalité. Et elle s'écrit encore aujourd'hui au fil des décisions d'un seul homme.